Moscou brûle, pas métaphoriquement, pas rhétoriquement, la ville brûle littéralement. Des incendies font rage violemment dans la raffinerie de pétrole la plus vitale sur le plan stratégique en Russie. D'énormes colonnes de fumée s'échappent d'une usine de fabrication de puces qui fournit de la microélectronique critique pour les armes de précision, tandis qu'une importante station de pompage de pétrole alimentant le réseau de carburant de la capitale est complètement ravagée par les flammes. Plus de 200 vols à Sheremetyevo, l'aéroport le plus grand et le plus fréquenté de Moscou, ont été brusquement annulés ou déroutés. Dans le ciel paniqué de l'une des villes les plus lourdement défendues au monde, des habitants terrifiés filment ce que leurs propres yeux n'arrivent pas à croire. Des drones ukrainiens, pas un ou deux, mais des centaines, se faufilent impitoyablement à travers 4 anneaux de systèmes de défense aérienne multicouches, comme si le réseau tout entier n'existait tout simplement pas. Ça n'aurait jamais dû arriver, Moscou était censé être totalement intouchable. L'illusion ultime de la sécurité russe a été entièrement réduite en cendres. Et puis la Russie a commis une erreur catastrophique. Le 14 mai 2026, l'armée de Poutine a mené ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit comme un assaut aérien massif et pratiquement ininterrompu, qui a duré près de 48 heures. La Russie a lancé plus de 1560 drones contre des villes ukrainiennes depuis le mercredi de cette semaine-là. Comme l'a confirmé Zelensky, il a déclaré que 56 missiles de croisière avaient été ajoutés à ce barrage pendant la nuit. Le maire de Kiev l'a déclaré comme étant l'attaque à la plus grande échelle sur la capitale cette année. Un immeuble d'habitation de 9 étages dans le district de Darnitskaï à Kiev a été anéanti par un missile de croisière cassant. 24 personnes ont été retirées des décombres. 3 d'entre elles étaient des enfants nés en 2008, 2010 et 2013. Ils ne connaîtront jamais l'âge adulte. La Russie a commis une erreur massive, historique et impardonnable. Parce que l'Ukraine n'a plus besoin de permission pour riposter. Et elle a riposté d'une manière que Moscou n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et activez les notifications, car ce qui s'est passé à Moscou dans la nuit du 17 mai 2026 est un tournant dans cette guerre. Et nous allons analyser chaque détail de ce qui s'est passé, pourquoi cela compte et ce qui va suivre. Plantons le décor correctement, car le contexte est ici primordial. Cette guerre est entrée dans un nouveau chapitre début mai 2026. Après un bref cessez-le-feu qui a permis à la Russie de tenir son défilé annuel du jour de la victoire le 9 mai commémorant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, les deux parties se sont presque immédiatement accusées mutuellement de violer la pause des hostilités. La Russie et l'Ukraine ont échangé chacune 205 prisonniers de guerre le 15 mai, dans le cadre d'un échange de 1000 contre 1000 négocié avec l'aide des Émirats arabes unis. Ce fut un moment de coopération, ce fut aussi une illusion brève et fragile, car l'assaut aérien de la Russie sur Kiev a commencé dans la même fenêtre de temps, délibérément chronométrée, délibérément calculée pour maximiser les dégâts, comme Zelensky l'a déclaré au peuple ukrainien dans un communiqué rapporté par CBS News le 15 mai. Il s'agit d'une tactique terroriste délibérée des Russes, qui ont amassé des drones et des missiles sur une certaine période et ont intentionnellement calculé la frappe pour que son ampleur soit significative, créant les plus grandes difficultés possibles pour notre défense aérienne. Il a ajouté « On ne peut certainement pas appeler cela une coïncidence si l'une des plus longues attaques russes massives contre l'Ukraine a lieu précisément au moment où le président des États-Unis est arrivé pour une visite en Chine. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Russie a vu un moment diplomatique, un moment d'attention mondiale focalisé sur un sommet américano-chinois, et a choisi de l'utiliser pour assassiner 24 civils, dont 3 enfants. La Russie a choisi ce moment pour déclencher le plus grand barrage aérien de 2 jours auquel l'Ukraine a été confrontée depuis le début de cette guerre en 2022. L'attaque a duré près de 48 heures. Elle a frappé 180 sites à travers l'Ukraine, dont plus de 50 bâtiments résidentiels. À Kharkiv, au moins 28 autres personnes ont été blessées. Le bureau de Kiev du fabricant de drones Skyton a été détruit. L'infrastructure énergétique de plusieurs régions a été endommagée, notamment une sous-station électrique et des lignes à haute tension dans la capitale elle-même. Il ne s'agissait pas d'une opération militaire, c'était une punition de masse infligée à une population civile. Zelensky s'est rendu sur les décombres de l'immeuble d'habitation détruit le 15 mai, déposant des roses rouges sur le site, et a déclaré simplement « Le monde doit se souvenir du prix que l'Ukraine paye chaque jour pour que l'agression russe ne se propage pas à d'autres nations ». Mais Zelensky s'est pas arrêté au deuil, il a donné un ordre. J'ai chargé l'armée ukrainienne de préparer des formats possibles pour notre réponse, a-t-il déclaré selon le Kyiv Independent. Cette réponse, a-t-il précisé, serait entièrement justifiée. Et lorsque l'Ukraine répond de manière justifiée dans cette guerre, elle répond avec une précision extraordinaire et à une échelle extraordinaire.
Le monde n'a eu à attendre que quelques heures, c'est ici que cela devient remarquable. L'Ukraine a lancé ses représailles, et ces représailles ont duré exactement 48 heures, la même durée que l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. C'était pas une coïncidence, c'était un message délivré dans le langage universel de l'asymétrie militaire. Vous nous bombardez pendant 48 heures, nous vous bombardons pendant 48 heures. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Le ministère russe de la Défense lui-même a confirmé dans une déclaration révélant la véritable ampleur de ce que l'Ukraine a déclenché, qu'ils avaient intercepté plus de 1000 drones en une seule journée. Ce chiffre ne vient pas de l'Ukraine, ce chiffre vient de Moscou. Comme l'ont rapporté la NPR et l'Associated Press, les défenses aériennes russes ont détruit 556 drones au-dessus de la Russie pendant la nuit, avec un comptage supplémentaire qui a porté le total à plus de 1000 en 24 heures dans toutes les régions. L'agence d'État TASS a rapporté que 80 drones à eux seuls ont été abattus alors qu'ils se dirigeaient spécifiquement vers Moscou. Si la Russie revendique ces interceptions comme une victoire, considérez ce que ce chiffre signifie. L'Ukraine a lancé suffisamment de drones pour que la Russie ait besoin de revendiquer plus d'1 millier de destructions en une seule journée, juste pour gérer l'image de ce qui arrivait à sa capitale. Et maintenant, réfléchissez au nombre de ceux qui sont passés au travers, car beaucoup sont passés. Les preuves sont en feu. La raffinerie de pétrole de Moscou, dans le district de Kapotnia, l'une des 10 plus grandes raffineries de Russie, propriété de Gazprom Neft, traitant environ 245 000 barils de pétrole par jour et fournissant environ 40% des besoins en carburant de la région du Grand Moscou, a été frappée par un drone. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a confirmé la frappe. Selon un reportage du Kyiv Post, une explosion a été déclenchée. 12 travailleurs ont été blessés. C'était l'un des sites industriels les plus lourdement protégés de toute la Russie. Il se trouvait à l'intérieur des anneaux concentriques de l'architecture de défense aérienne de Moscou. Un seul drone ukrainien, coûtant une fraction des intercepteurs déployés contre lui, a pénétré tout cela et a frappé une installation centrale pour alimenter la vie quotidienne de Moscou et, plus important encore, pour approvisionner l'armée russe en diesel de qualité militaire. La station de pompage de pétrole de Solnechogorsk a également été frappée. Selon la déclaration de l'état-major ukrainien, cette installation est une partie critique du réseau circulaire de pipelines de produits pétroliers autour de Moscou et est utilisée pour pomper, stocker et expédier de grands volumes d'essence et de carburant diesel, y compris pour l'armée russe. Les incendies de Solnechogorsk ont brûlé pendant des heures et pouvaient être vus à des dizaines de kilomètres à la ronde. L'installation est un nœud de transit directement connecté aux principaux anneaux de pipelines encerclant Moscou. La frappée ne cause pas seulement des dommages, cela perturbe le système circulatoire de la logistique du carburant qui alimente la machine militaire russe. Et l'Ukraine n'avait pas terminé. À Zelenograd, un quartier au nord-ouest de Moscou, qui est l'équivalent russe de la Silicon Valley, le centre de son industrie nationale, de l'électronique et des puces électroniques, des drones ukrainiens ont frappé l'entreprise Angstrom. Comme l'a déclaré l'état-major ukrainien, cette installation est spécialisée dans la production de produits de haute technologie et de puces pour des armes de haute précision et est une composante importante du complexe militaro-industriel russe impliqué dans la production de microélectronique, de radioélectronique, de systèmes optiques et de robotique pour les besoins militaires de l'ennemi. Angstrom est sous le coup de strictes sanctions américaines. Un incendie a été enregistré sur le terrain de l'installation. Le Kyiv Post, citant une analyse OSINT du média indépendant Astra, a confirmé le succès de la frappe. Des débris de drones sont également tombés sur le terrain de l'aéroport international de Sheremetyevo, le plus grand de Moscou. Comme l'ont rapporté CGTN et NPR, cela a entraîné plus de 200 annulations et déviations de vol. Des images de l'intérieur de l'aéroport ont circulé en ligne, comptoir d'enregistrement fermé, tableau de départ bloqué, passagers bloqués. L'aéroport a été effectivement paralysé pendant des heures et l'attaque ne s'est pas arrêtée à Moscou. Simultanément, l'Ukraine a lancé l'une des campagnes de drones les plus étendues géographiquement de toute la guerre. Comme l'a rapporté Euromaidan Press, les forces de système sans équipage de l'Ukraine ont frappé un patrouilleur russe du projet 10410 Svetliak du service des frontières du FSB près de Kaspiïsk, dans la République du Daghestan en Russie, à environ 1100 km de la ligne de front ukrainienne. C'était le 4e navire russe frappé dans la mer Caspienne au cours du seul mois de mai 2026. L'Ukraine avait déjà touché un petit navire lance-missile du projet 22800 Karakourt le 7 mai et un petit navire lance-missile aux côtés d'un dragueur de mine le 15 mai, tous près de la base de la flottille de la mer Caspienne de Russie. Une mer que Moscou traitait depuis longtemps comme une zone arrière sûre est en feu. En Crimée, le service de sécurité ukrainien a frappé des systèmes de défense aérienne sur un aérodrome de la péninsule occupée.
À Louhansk, un système de défense aérienne a été neutralisé. Dans la région de Ryazan, située à environ 122 000 au sud-est de Moscou, la gigantesque raffinerie de pétrole de Ryazan, l'une des plus grandes installations de production de carburant de Russie avec une production de plus de 1 million de tonnes de pétrole par an, a été touchée. Un grand incendie a brûlé, confirmé par un reportage du Kyiv Post du 15 mai. Dans la région d'Astrakhan, une unité de traitement de condensat de gaz de Gazprom, capable de produire jusqu'à 3 millions de tonnes par an, a été frappée séparément, stoppant la production de carburant automobile après le déclenchement d'un incendie. À la station de chargement de carburant du village de Durino à l'extérieur de Moscou, des incendies ont brûlé pendant des heures. À Khimki, des drones ont frappé une maison privée. À Mytishchi, 2 personnes ont été tuées dans des frappes résidentielles. Dans le district d'Istra, 4 autres personnes ont été blessées. Il est maintenant confirmé que chaque arme utilisée dans l'attaque de la région de Moscou était de fabrication ukrainienne, pas fournie par l'étranger, pas importée, conçue et construite en Ukraine. Selon l'état-major ukrainien, comme l'ont confirmé l'Ukrainska Pravda et de multiples autres médias, les systèmes déployés comprenaient le RS-1 Bars, le FP-1 Firepoint et le Bars-M Gladiator. Le drone missile Bars a rapporté le Kyiv Post, utilise une configuration AL médiane avec un fuselage en matériaux composites, construit à partir d'un nombre minimal de pièces pour accélérer la production et réduire les coûts. L'Ukraine fabrique des armes de précision à grande échelle, dans des conditions de guerre plus rapidement et à moindre coût que la Russie ne peut les intercepter. C'est le fait stratégique le plus important de toute cette histoire. L'Ukraine n'a plus besoin de la permission de quiconque pour frapper la Russie. Elle construit les armes, elle les fait voler, elle choisit les cibles. Nous sommes en 2026, pas en 2022. L'équation a fondamentalement changé. C'est un bon moment pour faire une pause. Si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications, car les armes, la stratégie et les cibles que l'Ukraine déploie actuellement représentent un changement sismique dans la façon dont cette guerre est menée. Et nous allons expliquer exactement pourquoi et ce que cela signifie pour la suite. Parlons du problème de défense aérienne de Moscou, car c'est une histoire qui dépasse largement le cadre d'une seule attaque. Poutine a investi massivement dans la protection de sa capitale. Moscou est défendu par 4 anneaux concentriques de systèmes de défense aérienne multicouches, des batteries S-400, des systèmes canons-missiles Pantsir S-1, des systèmes Tor M2, une couverture radar conçue pour détecter les menaces imminentes à distance, déployer des intercepteurs et les éliminer avant qu'ils n'atteignent la ville. Poutine a vendu cette architecture à son peuple comme une garantie absolue. Moscou était en sécurité, la guerre était loin. La capitale ne connaîtrait jamais ce que les villes ukrainiennes ont ressenti pendant plus de 4 ans. Cette garantie a maintenant expiré. Et voici la partie vraiment dévastatrice pour le Kremlin. Certains des incendies allumés à l'intérieur de Moscou n'ont pas été causés par des drones ukrainiens qui sont passés au travers. Ils ont été causés par des missiles de défense aérienne russes, comme l'ont confirmé des récits de résidents cités dans les images originales de la nuit du 17 mai. Des missiles solaires russes sont tombés sur des immeubles d'habitation et des structures civiles après que leurs systèmes de guidage ont échoué ou que leurs cibles les ont évités. Les missiles intercepteurs qui manquent leur cible de drone ne disparaissent pas tout simplement. Ils atterrissent quelque part. Et dans une ville densément peuplée, ce quelque part est souvent résidentiel. La défense aérienne de Moscou, en essayant de protéger la capitale, a accidentellement transformé les missiles intercepteurs russes en instruments de destruction visant des civils russes. La panique qui s'est propagée dans Moscou cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce que la ville avait connu de mémoire d'homme. Les habitants qui ont passé 4 ans à regarder la guerre se déroulaient sur des écrans, à lire des articles sur les villes ukrainiennes détruites dans les médias d'État, se sont soudainement retrouvés à filmer des drones ukrainiens avec leur propre téléphone, une chose qui est techniquement illégale en Russie. Ils ont quand même filmé car le choc cognitif était trop grand. Des centaines, peut-être des milliers de vidéos ont inondé Telegram et TikTok en quelques heures. Une femme près de l'aéroport l'a décrit dans un extrait qui a largement circulé. « J'habite près d'ici, où cela a-t-il explosé cette fois? C'est quoi ce bordel? J'en ai tellement marre de ça. » Un autre habitant a décrit s'être réveillé à 4 heures du matin, allongé sous une couverture, tout habillé, tremblant. Il y avait ce bourdonnement. C'était comme si quelque chose volait juste au-dessus de notre maison. J'avais peur, je tremblais tout simplement. Des foules se sont formées dans les cages d'escalier. Des familles se sont précipitées vers les voitures. Une femme de 76 ans a dit s'être réveillée et avoir découvert que la fenêtre de son balcon avait explosé. « Je n'aurais jamais imaginé que les dégâts seraient aussi importants », a-t-elle déclaré. « Nous n'avons pas d'abri anti-aérien digne de ce nom ici.
Les Ukrainiens vivent cette réalité tous les jours depuis plus de 4 ans. Il y a aussi un détail important concernant le brouillage du GPS qui explique l'incident de l'aéroport. La Russie brouille les signaux GPS sur son territoire depuis plus de 2 ans, principalement pour désorienter les drones ukrainiens. Par conséquent, certains drones perdent leur guidage de précision et tombent là où ils se trouvent lorsque leur navigation échoue. Les débris de drones à Sheremetyevo n'étaient probablement pas un choix de ciblage précis, c'était un effet secondaire de l'environnement de guerre électronique de la Russie elle-même. La tentative de la Russie d'aveugler les drones ukrainiens fait littéralement tomber du matériel non contrôlé sur ses propres infrastructures. Maintenant, la réponse des médias d'État russes à tout cela était tout à fait prévisible et elle était stupéfiante de culot. Le radiodiffuseur d'État russe VGTRK a rapporté que les forces de défense aérienne avaient repoussé l'un des raids de drones ukrainiens les plus massifs de toute l'opération militaire spéciale, qualifiant cela de succès défensif. Le bureau du maire de Moscou, Sobyanin, a publié une déclaration confirmant que les défenses aériennes avaient abattu plus de 120 drones au-dessus de la capitale en 24 heures, présentant la destruction comme une victoire de la puissance aérienne russe et non comme une pénétration des défenses de Moscou. Les raffineries en feu, l'usine de semi-conducteurs de Zelenograd en flammes, la station de pipeline de carburant hors service, rien de tout cela n'est apparu de manière proéminente dans les médias d'État. Mais il s'est passé quelque chose d'important qui vous dit tout sur la crise de crédibilité interne à laquelle le Kremlin est désormais confronté. Des blogueurs de guerre russes, des personnes qui ont été parmi les partisans les plus virulents de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, qui ont passé 4 ans à soutenir l'opération militaire spéciale, se sont retournés contre le récit officiel, comme l'a écrit sarcastiquement un éminent blogueur de guerre russe nommé Romanov, cité dans les images originales de cette semaine. Si vous voyez de vos propres yeux quelque chose qui contredit les déclarations des sources officielles, ne croyez pas vos yeux. Il décrivait comment le gouverneur d'une autre région avait affirmé publiquement qu'il n'y avait aucun dommage suite à une frappe de drone sur une usine chimique, alors que l'usine était visiblement ravagée par les flammes. Romanov a dénoncé l'absurdité des propagandistes du Kremlin essayant de maintenir une bulle d'information à l'épreuve de la réalité alors que les preuves brûlaient aux yeux de tous. Cela nous rappelle ce que George Orwell écrivait dans 1984. Le parti vous disait de rejeter l'évidence de vos yeux et de vos oreilles. C'était leur commandement final, le plus essentiel. La Russie donne cet ordre, son propre peuple l'ignore. Et le message ukrainien qui a été délivré en même temps que cette attaque n'aurait pas pu être plus clair. Selon la déclaration des commandants de drones ukrainiens qui a circulé après la conclusion de l'opération, un message a été littéralement écrit sur l'aile d'un drone se dirigeant vers le territoire russe. L'abonnement unilatéral à une vie paisible est annulé. Ce message a été remis en main propre à Moscou. Zelensky a publié sa propre déclaration publique confirmant les frappes et expliquant leur but. Nos réponses à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées, a-t-il déclaré, cité par NPA. Cette fois, les frappes ukrainiennes à longue portée ont atteint la région de Moscou et nous disons clairement aux Russes que leur État doit mettre fin à sa guerre. Les fabricants ukrainiens de drones et de missiles poursuivent leur travail. La distance de la frontière de l'État ukrainien est de plus de 500 km, soit environ 300 000. La concentration de défense aérienne russe dans la région de Moscou est la plus élevée, mais l'Ukraine surmonte tout cela. Ces 6 derniers mots méritent d'être relus. L'Ukraine surmonte tout cela. Elle ne contourne pas les défenses russes, elle ne se faufile pas occasionnellement, elle les surmonte systématiquement avec des armes fabriquées au niveau national que la Russie ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine puisse produire à cette échelle. L'évaluation de Nigel Gould-Davis mérite qu'on s'y attarde. En tant que chercheur principal pour la Russie et l'Eurasie à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, Gould-Davis a déclaré à l'Associated Press que l'attaque de l'Ukraine met en évidence le fait que l'Ukraine a la capacité de frapper à une échelle très importante à l'intérieur ou autour de la capitale russe, ramenant la guerre aux Russes d'une manière qui serait très malvenue pour le Kremlin. Il a ajouté que les revers de la Russie sur le champ de bataille, la détérioration de sa situation économique et l'intensification de la répression par le Kremlin de l'accès à Internet à Moscou et à Saint-Pétersbourg créaient déjà ce qu'il a décrit comme un nuage de plus en plus sombre d'anxiété au-dessus de la Russie. Les frappes de drones au-dessus de Moscou, a-t-il dit, vont probablement intensifier le mélange d'inquiétude parmi la population russe. Et voici le moment qui capture peut-être le véritable poids historique de ce qui vient de se passer. 2 jours après que Moscou a brûlé le 17 mai, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que le Kremlin était intéressé par la restauration du dialogue avec l'Ukraine.
Cette déclaration est intervenue quelques heures seulement après la conclusion de la plus grande attaque de drones ukrainiens sur Moscou de mémoire d'homme. Peskov n'a fourni aucune explication formelle quant au moment choisi. Il n'en avait pas besoin. Le moment était l'explication. C'est le même Kremlin qui a passé 4 ans à nier tout échec militaire, à rejeter toute notion selon laquelle la guerre se passe mal et à clamer victoire après victoire dans les médias d'État. Maintenant, le porte-parole annonce un intérêt pour le dialogue depuis Moscou entouré de fumée de drones. Il y a un mot pour ça? Ça s'appelle une conséquence. Replaçons tout cela dans le contexte stratégique car il s'agit de plus qu'une simple nuit de raffinerie en flammes. L'Ukraine a exécuté ce que les analystes militaires décriraient comme une campagne d'attrition de précision à longue portée contre les infrastructures militaro-industrielles de la Russie. L'installation Angstrom de Zelenograd ne fabrique pas que des puces, elle fabrique les puces qui se trouvent à l'intérieur des missiles à guidage de précision de la Russie, les mêmes armes qui ont tué 24 civils dans le quartier de Darnitskaï à Kiev quelques jours plus tôt. Frappez Angstrom et vous n'endommagez pas seulement une usine. Vous attaquez la chaîne de production de l'arme qui a tué 3 enfants dans leur appartement. La raffinerie de pétrole de Moscou à Kapotnia ne fournit pas seulement du carburant civil. Elle fournit du diesel de qualité militaire aux forces armées russes. Frappez-la et vous dégradez la capacité de la Russie à soutenir les opérations blindées, la logistique et les infrastructures de transport sur de multiples fronts. La station de pompage de l'oléoduc de Solnetlinogorsk ne se contente pas d'alimenter des stations-service. Elle alimente l'anneau de carburant circulaire autour de Moscou qui approvisionne les stocks militaires. Frappez-la et vous resserrez l'étau économique et logistique. L'Ukraine ne frappe pas des cibles au hasard, elle frappe les nœuds spécifiques du système industriel de soutien à la guerre de la Russie, et elle le fait à plus de 500 km de distance avec des armes qu'elle a construites elle-même sans la permission de personne. Le contexte plus large est ici tout aussi significatif. Comme l'a rapporté le Kyiv Independent, l'Ukraine a signalé séparément la destruction de 46 moyens militaires et navals russes de grande valeur au cours de l'ensemble des opérations de cette semaine. Cela inclut le patrouilleur du FSB dans la mer Caspienne, cela inclut le système de défense aérienne de Luhansk, cela inclut un avion amphibie B-200, un hélicoptère K-27, un cargo transportant des munitions et un système de missiles solaires Pantsir S-1. Tous répertoriés dans le compte-rendu public des frappes de la semaine publié par Zelensky sur ses canaux officiels. Dans le même temps, des drones ukrainiens frappent des installations pétrolières russes de la côte de la mer Noire à Astrakhan, produisant des incendies visibles depuis l'espace et causant ce que le Moscow Times a rapporté être une pluie noire toxique au-dessus des destinations touristiques de la côte russe de la mer Noire. Les niveaux de benzène à Tuapse, où la raffinerie de Rosneft a été frappée à plusieurs reprises, ont atteint des niveaux si élevés que les autorités sanitaires russes ont conseillé aux habitants de limiter l'exposition à l'extérieur, de garder les fenêtres fermées et de porter des masques à l'extérieur. Les événements publics ont été annulés dans la ville. La raffinerie de Rosneft sur place avait déjà arrêté ses opérations après une précédente attaque en avril. Comme l'a écrit un commandant de drone ukrainien sur l'aile d'un drone qui a parcouru plus de 500 km pour faire passer un message, l'abonnement unilatéral à une vie paisible est annulé. Pendant 4 ans, les Ukrainiens ont vécu cette réalité pendant que la Russie regardait en toute sécurité depuis derrière ses frontières. Cette asymétrie est terminée. Et comme l'a dit Zelensky, avec le genre de franchise que l'histoire a tendance à retenir, la guerre retourne là d'où elle est venue, à Moscou. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Nous suivrons chaque développement au fur et à mesure que ce conflit continuera d'évoluer. La prochaine phase de cette guerre se dessine ce soir dans le ciel de Moscou, sur les chaînes de production des usines de drones ukrainiennes et dans les décisions qui se prennent en ce moment même à Kiev et au Kremlin. C'est ici que l'histoire s'écrit et nous vous tiendrons au cœur de l'action.